Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 22 septembre 2022 et on attaque tout de suite. Et bonjour à tous, comment ça va les gens? Bienvenue dans le Mug. Je trouve le volume un peu faible, attendez. Parce que je sais que Jérôme rehausse un peu le micro comme ça. Et j'espère que vous allez bien, parce que moi, bof. C'est, la bonne crève du début de l'automne slash hiver, donc c'est un petit peu difficile. Je vais pas faire un mug très très long, je vais pas vous mentir. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de news. J'ai beaucoup gratté ce matin pour trouver de l'actu. Non, parce que j'ai un peu la voix. Enfin voilà, je suis un peu pris. Donc ça va être un peu compliqué de vous faire un mug habituel de 1h30, 2 heures. Voilà, en tout cas, ouais, mardi, j'étais vraiment pas très bien et ça va mieux depuis hier, mais c'est la bonne crève. Ton patron t'a obligé à venir. Oh non, non, Jérôme est très sympa là-dessus, hein, faut pas croire. Non, non, au contraire, hein, Jérôme m'a dit préviens-moi si tu peux pas le faire, je te remplace. J'ai fait non, non, ça va, ça va, ça va. Mais je pense que vous l'entendez à ma voix, j'ai la voix un petit peu cassée. Ouais, c'est ça, Olek. Allez, on raid qui ce matin? Oh, Flonflon, il est pas en live. Allez, merci. Hein. Une minute de mug, c'était très bien. Merci à tous. Allez, bonne journée. Allez. Ah, bien sûr, la blague exceptionnelle. Bonjour à tous, en tout cas, il y a pas mal de nouveaux ce matin. Je suis désolé, je vous accueille avec une voix pas exceptionnelle. Bonjour à tous, en tout cas, hein, salut. J'ai vu des nouveaux pseudos popper, donc ça fait plaisir. Merci aussi, Elrohir BFME, pour ton raid. Je ne sais pas ce que tu fais sur Twitch, Elrohir. Attends, est-ce que je peux voir ce que tu fais, Elrohir BFME? J'aimerais bien savoir avant d'attaquer le mug quand même. Si j'ouvre ta chaîne. Ah, on peut l'ouvrir comme ça. C'est pas mal OBS en fait. Je pense que tu parles du Seigneur des Anneaux. Créateur du Discord de la Terre du Milieu, je joue principalement au jeu La Bataille pour la Terre du Milieu. Ok, donc tu es un streamer, on va dire Seigneur des Anneaux. Mais bienvenue à toi, tu dois te régaler en ce moment avec la série en plus. Pas de spoil dans le chat, hein, j'ai pas encore vu. Voilà. Mais bonjour, salut Bistropixel, salut Olivier, Lord Tamo, Yann Porto, bienvenue, Mister Toto Rosama, bonsoir. Bonsoir si tu es au Japon. Vu ton pseudo, c'est pas impossible. Mais bienvenue à toi. Hein, Kombawa, il me semble, comme on dit en japonais quand c'est le soir et pas le matin. Sinon, c'est konnichiwa. Non, que sinon, c'est Ohio. Salut French Raver aussi, section BTZ des nouveaux ce matin. Donc, bienvenue à vous tous. Gelato, Peski, ça régale. Je sais pas d'où vous venez, mais ça fait plaisir. Voilà, donc bonjour à tous. Ce matin, dans le mug, mesdames et messieurs, nous allons parler de pas mal de choses, mais pas tant que ça. Salut les humains parfaits, salut Guillaume. Ouais, bah c'est moi ce matin, je suis pas très parfait là, hein. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Non, non, oui, je suis pas Léo moi. Hein. Léo c'était exceptionnel. Alors peut-être qu'il fera d'autres mugs, mais je ne suis pas Léo. Léo est blond et il n'a pas de casquette et il est beaucoup plus grand que moi. Voilà en gros pour la description. Voilà, voilà. Et il est beaucoup plus bricoleur que moi aussi. C'est grâce à lui qu'on a aussi principalement le nouveau studio pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous remonte pour ceux qui ont un peu loupé. Il y a des nouveaux ce matin. Mais en gros, notre studio en dézoomé ressemble à ça. Et on s'est quand même bien régalé à le construire et à le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous régale un petit peu pour ceux qui regardent en visuel. Salut Flonflon, comment tu vas? Est-ce qu'on se capte Flonflon d'ailleurs le 28 hein, il paraît qu'il se passe des trucs, Monsieur Flonflon. Il faut qu'on se capte, ça serait cool. Voilà, mais en tout cas, ouais, non, on est super content du nouveau studio. Bonjour depuis le Sénégal, bah, bienvenue à toi, Dieyart, bienvenue à toi. Oui, il faut que je t'envoie un message. Yes, y a pas de souci, Flonflon, on va se pécho, ça va être bien. Voilà, voilà. Bon alors, de quoi on va parler ce matin, mesdames et messieurs? Donc comme je vous l'ai dit, pas beaucoup d'actu, tant mieux, parce que encore une fois, je suis un petit peu en PLS au niveau de la voix et de la gorge et de tout ça, quoi. Enfin bon, la bonne crève. Nous allons parler ce matin dans le mug assez rapidement, parce que ce sont des petits articles.
de Windows 11, une mise à jour majeure qui arrive. Mise à jour majeure surtout avec les apps Android. Et ça, on va en discuter. Nous parlerons... alors ça va être intéressant pour ceux qui sont un peu plus dans, on va dire, dans l'IT. Je sais qu'il y en a énormément dans le chat. Sur les difficultés de recrutement dans le secteur informatique qui ne vont pas s'arranger. Donc quels secteurs particuliers en informatique sont demandés, on en discutera et vous allez voir que ça va être assez intéressant. Nous allons parler des rumeurs sur la Nintendo Switch 2 qui aurait des bugs secrètes pour ne plus jalouser les PS5 et la Xbox Series X. Bon, le titre est un peu exagéré, mais, mais bon, on fait aussi ça un peu sur YouTube, donc on va pas jeter la pierre, mais vous verrez que c'est assez chouette, hein. Moi j'attends beaucoup de la Switch 2, voir un peu ce que ça va donner, parce que la Switch première du nom manque quand même un petit peu de puissance. Voilà, et on terminera avec le Pixel 7 et le 7 Pro. La date de début des précommandes est déjà révélée. Donc si vous êtes intéressé par les smartphones de Google, qui sont de bons téléphones, je sais que je vais agacer des gens dans le chat, qui sont pas au niveau de la finition de Samsung et des iPhones, mais qui sont de bons téléphones. Évidemment, et on fera une petite cerise sur le croissant, petite cerise compilation d'applis qui concernent notamment iOS 16. Je pense que vous êtes tous passés sous iOS 16 et on va discuter en fait enfin je vais vous présenter des applications grâce à Mac Stories qui permettent d'ajouter des widgets sur l'écran et moi je l'ai fait notamment, alors il y en a qui vont trouver ça hyper chelou, mais j'ai rajouté un widget un peu particulier parce que je préfère vraiment ma façon de faire. Donc voilà, mais il y a beaucoup de gens qui vont trouver que ça fait doublon. Il faut rester jusqu'à la fin de l'émission pour que vous voyez ce que j'ai fait, et il n'y a rien de bien sorcier, simplement je trouve ça 1000 fois plus pratique pour ouvrir une certaine appli. Voilà. Allez, je vous propose qu'on attaque sur le kawa tout de suite, c'est parti. Nous allons donc parler, mesdames et messieurs, le retour de Guy Hightech, exactement. Non. Mais après, tu sais que c'est une réflexion que j'ai, alias lu. Je me dis que ça pourrait être. Non, mais je vais dire ça et puis en fait, je vais pas le faire. Et après, vous allez me tomber dessus en mode gné, mais tu promets des trucs. Non, j'allais dire, serait cool dans le mug de faire des petites présentations d'appli un peu à l'ancienne. Mais je sais que je vais dire ça et en fait, au bout de 2 mois. Il y aura plus d'appli qui va me faire kiffer, donc je vais peut-être mettre en pause le projet, mais ça pourrait être cool. En fait, tout simplement, quand il y a une bonne appli ou des bonnes compilations d'appli, je vous les présenterai parce que ça régale. Nous allons donc parler, mesdames et messieurs, encore une fois pour ceux qui arrivent, qui viennent de se réveiller, désolé pour ma voix, j'ai la bonne crève du début de l'automne, donc voilà, il faudra s'y faire ce matin. Déjà, je donne tout pour ne pas trop renifler, ne pas trop tousser. Voilà, c'est déjà pas mal ce matin. Nous allons donc parler de Windows 11. Windows 11 qui reçoit sa première mise à jour majeure. Les apps Android arrivent bientôt. Alors déjà, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous faites partie des gens qui vont utiliser des apps Android sur Windows? Je vais lancer un petit sondage. Parce que je suis assez curieux de ça. Alors attendez. Je vais me remettre en cam principale. Je vais lancer le petit sondage sur le Creator Studio. Je ne suis pas connecté, bien sûr, évidemment. Attendez. On va y arriver. Twitch. Est-ce que je suis toujours connecté? Je suis toujours connecté. Tout va bien. Petit sondage. Tac. Gestionnaire de stream. Alors, petit sondage ce matin, on va couper ça. Il est là. Nouveau sondage. Appli Android sur Windows. J'utilise, entre parenthèses, Ray, dans le sens, si c'est dispo, vous utiliserez. J'utiliserai pas. Voilà. Donc, vous avez 2 minutes pour... Bon, on va mettre un peu plus. 3 minutes. Donc, appli Android sur Windows, est-ce que vous seriez un utilisateur ou est-ce que vous êtes déjà un utilisateur ou est-ce que vous n'utilisez pas ça? Voilà pour le sondage. Donc n'hésitez pas à répondre et on discutera un peu des résultats ensemble. Hop, on va repasser sur la news. Donc le Windows nouveau est arrivé. Microsoft vient de lancer le déploiement de la première mise à jour majeure de Windows 11 sur les PC éligibles. C'est la version 22H2. C'est très bien, c'est des mises à jour avec des noms Sony, c'est parfait. Apporte des améliorations graphiques et techniques, bienvenue. Très bien.
Les utilisateurs de Windows 11 vont recevoir leur première mise à jour d'ampleur. Windows 11 22H2, en fait on dirait un robot de Star Wars, voilà, de son petit nom, commence à être déployé sur les machines éligibles, parfaitement dans les délais annoncés par les rumeurs du mois dernier. Je ne sais pas si c'est ironique ou pas. Donc ça va être disponible pour le grand public. Un truc qui n'est pas mentionné dans l'article mais qui apparemment arrive dans cette mise à jour, ça serait la gestion des onglets sur l'explorateur Windows. Donc ça c'est quand même très très bien. Donc, alors il y a des trucs que je mets pas hein, quand je surligne en rouge, c'est que je veux pas, j'en parle pas parce que je trouve ça un peu inutile. En fait, je surligne à l'envers mes articles maintenant. Côté productivité, donc cette mise à jour améliore l'arrimage des fenêtres. Alors, l'arrimage, le fait, la connexion des fenêtres, le magnétisme, à un coin de l'écran avec des suggestions d'applications à afficher en face à face. Je trouve ça pas mal ce qu'ils ont fait, je vous montre. C'est ce que vous voyez en haut à droite. Pour ceux qui nous écoutent en audio, en gros, quand vous allez agrandir une fenêtre, vous allez pouvoir choisir de la mettre en moitié-moitié. Donc ça existait déjà. De mettre un tiers, deux tiers, un peu à l'instar de ce qu'on peut faire sur un iPad, typiquement. De faire un tiers, un tiers, un tiers. De faire un tiers, un quart, un quart. Donc, pardon, moitié, un quart. C'est plus facile à comprendre quand on le voit. Mais en gros, vous allez pouvoir organiser vos fenêtres un peu en mode mosaïque. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc, on va fermer ça. D'application affichée en face à face. Ceux qui utilisent Windows 11 sur un écran tactile seront également ravis d'apprendre que la prise en charge des gestes a été améliorée et permet de passer plus facilement d'un logiciel à l'autre d'un simple mouvement du poignet. Donc pour ceux qui utilisent en tactile, c'est très bien. Je sais que vous êtes deux à vous battre dans le chat. Au chapitre des nouveautés plus discrètes, on trouve un renforcement de la sécurité du système avec Smart App Control qui vérifiera que des applications ou scripts non autorisés ne viennent pas parasiter l'expérience. Mais surtout, la grosse news, ce sont les apps Android. Voilà, j'ai peur de 11 et des bugs. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup, vous n'êtes pas dessus. Alors, juste pour répondre un peu au sondage, vous êtes 30% à utiliser ou peut-être utiliser dans le futur des apps Android sur Windows. Donc c'est quand même une petite partie des gens qui sont ce matin sur le mug. Ok, 32%. Donc une personne sur 3 utilise des apps Android sur Windows. Alors n'hésitez pas à partager dans le chat quelle app Android et pourquoi. Parce que moi je sais qu'à part du jeu vidéo, voilà, il n'y a rien qui me passionne. Merci Jimmy Lafleur pour ton abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc les apps Android arrivent bientôt. Les nouveautés exclues de cette nouvelle version de Windows sont presque plus notables que celles déjà disponibles. Ainsi, les applications Android ne sont toujours pas officiellement disponibles en France et l'explorateur de fichiers n'a toujours pas le droit à la navigation par onglet, qui est pourtant réclamé depuis des années. Bonne nouvelle, l'une et l'autre devraient arriver dans les semaines à venir. Ah oui, donc l'article dit bien. Microsoft a annoncé officiellement qu'un peu plus de 20 000 applications Android allaient arriver sur le Microsoft Store français dans les semaines qui arrivent. Donc je crois que c'est un mix avec le Microsoft Store et l'Amazon Store. Et que le système de navigation par onglet sera disponible après une autre mise à jour prévue pour le mois d'octobre. Je comprends pas pourquoi la navigation par onglet met autant de temps. C'est pas une feature si complexe que ça. Ou alors il y a un truc que je pige pas. Mais je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Déjà Kindle Android est mieux que la version Windows. Ok, c'est une bonne comment dire, un bon argument. Je connais déjà des résistants qui veulent pas de smartphone, ça peut être pratique, ok. J'ai des apps pro de suivi qui tournent que sur Android, si je peux les utiliser sur le PC, ça va changer mon quotidien, ok. On pouvait déjà faire ce multitâche sur Windows 10, mais c'est moins simple. Le concept des apps ne m'a jamais emballé. J'utilise très peu le Windows Store. Quand j'ai besoin d'un logiciel pour une fonction, je fais une recherche internet, je m'en sers, je l'installe et je le compile. Ouais, t'es un cran au-dessus, Eliav, hein, quand même. Hein. Je t'avoue que même moi qui sais compiler un logiciel avec une petite explication GitHub, je le fais en général pas parce que c'est quand même très très... Déjà ça demande de la puissance PC, ça se compile pas immédiatement, enfin ça met du temps. Ça dépend après du projet, hein. Mais ouais, compiler tes propres logiciels, t'es courageux. Mais en soi c'est le mieux, hein, effectivement. C'est intéressant pour des applications qui ne sont pas dispo sur PC comme Google Authenticator. Ouais, moi je le fais par exemple sur macOS, vu qu'on peut installer certaines applis. Ça me permet d'avoir OTI, ma double authentification, je l'ai en double. En fait, on a un OTI pour Nowtech et un OTI pour... c'est bizarre de dire un OTI. Un OTI pour moi. Donc en fait, ça me permet d'avoir les deux comptes, la double authentification dans deux applis séparées, mais qui sont la même parce qu'il y a la version mobile et la version macOS.
Donc ça, effectivement, c'est cool pour gérer professionnellement du multi-compte. Moi, c'est un truc qui me manque beaucoup sur iOS et que j'adorais sur Android, c'est qu'on pouvait faire du multi-application. Euh, et, euh, et je trouve que ça, ouais, ça manque. Coucou Guillaume enrhumé. Ouais, salut la poule d'acier. Désolé, hein, ce matin, ça va être un mug un peu enrhumé. Mm. Sous le signe de l'automne. Voilà, pourra-t-on dire. Signal, des applis d'image, une appli qui suit mes livres de BD, Magic Earth, D-Labs, ISS Detector. Ouais, mais tu vois, D-Labs, tu l'as sur un navigateur internet. Magic Earth, tu peux avoir, on va dire, des moyens de consulter ça sur internet. Signal, tu as une appli desktop. C'est pour ça, moi, je trouve que c'est utile, mais pas indispensable aujourd'hui, mais c'est intéressant. Ouais, mais Google Authenticator, c'est une bonne suggestion. J'ai 2 ou 3 applications pro qui pourraient me servir sur PC, mais je n'en aurais pas un usage massif. Ok, ok, ok. Ok, continuons un petit peu l'article. Si vous utilisez Windows 10, aucune crainte non plus, le système va continuer à recevoir des mises à jour jusqu'en 2025. Ah oui, ok, ça c'est intéressant. Je ne savais pas que c'était 2025 la date. Hmm. Donc ça va, Windows 10, moi je suis encore sur la version 10, pas besoin de me stresser. Nul besoin de mettre son ordinateur au rebut et d'en acheter un nouveau compatible avec Windows 11, contrairement au message que tente de faire passer Microsoft en expliquant qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment pour acheter un nouveau PC. Ouais, après faire durer un PC, s'il marche, c'est bien, hein. Moi mon PC il a 5-6 ans maintenant. J'ai juste changé la carte graphique parce qu'elle commençait un peu à être vieille, mais tout le reste est nickel, hein. Vous pouvez conserver votre vieille machine, la planète vous en remercie. Ah bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, non, mais pas besoin de changer de PC s'il marche, faut pas déconner. Enfin, changer de PC pour un système d'exploitation, ça fout quand même un peu les glandes. Voilà pour les mises à jour de Windows 11. Plutôt une news positive. Plutôt une news positive. Moi, je trouve ça assez chouette. Voilà. Je trouve ça plutôt cool, ça va dans le bon sens. Maintenant, quid de l'avenir de Windows dans un monde beaucoup plus cloud, beaucoup plus dématérialisé, je sais pas. C'est une question que je me pose quand même assez régulièrement. La question de est-ce que vraiment ça a du sens en 2022 d'avoir encore une très grosse carte graphique individuellement chez soi. Alors oui, quand on fait du gaming et tout, mais je trouve qu'à l'heure du cloud gaming, c'est vraiment des trucs qui deviennent de moins en moins pertinents. Et c'est là où typiquement je trouve que Shadow était un peu trop en avance sur son temps, mais ouais, je me pose la question, je la trouve intéressante. Salut Fabrice, bienvenue à toi. En fait, j'ai encore du mal à faire le pont entre PC et portable quand c'est possible. Pas l'habitude. Je comprends pas ce que tu dis, Flo. J'ai encore du mal à faire le pont entre PC et portable quand c'est possible. À faire le pont, qu'est-ce que tu entends? Ça, c'est une réflexion de fibré. Oui, mais c'est une réflexion dans 5-10 ans aussi, Sawan. Et c'est pas. Là, pour le coup, c'est la faute aux opérateurs. Attention, on n'a pas encore tous d'excellentes connexions internet pour le. Mais je sais, les gens, vous braquez pas là-dessus. Je le sais. J'ai vécu avec 300 kilooctets secondes jusqu'à 21 ans. J'ai vécu avec cette connexion caca jusqu'à 21 ans. Je sais ce que c'est d'avoir une connexion de merde. Je sais ce que c'est. Et à l'époque où même l'ADSL était beaucoup plus rapide que ça, hein. J'avais juste, en fait, on était en bout de ligne et j'avais un ADSL bien pourri, quoi. Non, non, je sais ce que c'est. Vous braquez pas. Après, le cloud gaming est pas dispo partout. Quand j'avais 21 ans, on n'avait même pas internet. Et ouais, j'ai connu l'époque sans internet, moi. Toulouse, c'est hyper en bout de ligne. Ouais, non, c'est surtout l'emplacement, Oleg, qui était pas terrible. 2 mégaoctets secondes, c'est grave ok, hein. Moi, je trouve qu'on a une bonne connexion internet à partir de 1 MO seconde. C'est le minimum vital. En dessous, c'est trop chiant. Tu vivais au grand-père et tu avais pas de rhume. J'ai pas compris, Filrin. J'ai même connu le 56K, hein. J'ai téléchargé. Ah, c'est pas bien ce que je vais dire, mais j'ai téléchargé mes premières ROM Game Boy Advance avec une petite connexion 56K que mon père il m'a engueulé parce que j'avais laissé le téléchargement ouvert pendant 1 heure et demie. Parce qu'à l'époque, hein, les ROM, alors elles pesaient 16 mégaoctets, mais à l'époque, va te télécharger 16 mégaoctets en 56K. Putain, c'était si long. Attends, ça met combien en 56K? Ça met 2 secondes pour 100 MO, 20 secondes pour 1 MO. Ah non, c'était pas si long que ça. Mais si, ça faisait long quand même parce que bon, c'était variable.
Mais ça faisait quand même au moins 30 minutes. Enfin, ça faisait toujours 20-30 minutes par ROM de 16 mégaoctets, quoi. Donc, ouais, je sais que. Non, non, 56 kilooctets. Hein, 56K. Ouais, ouais, 56K, c'était l'enfer. Non, non, mais je m'étais fait tellement engueuler par mon père, je m'en rappelle très bien. Et il fait, mais putain. Mais il avait pas dit putain. Mais il avait dit, ah, mais faut pas faire ça. Faut pas laisser Internet ouvert comme ça. Non, non, j'ai connu le petit tu. Ah, non, non, bien sûr. Et c'était. Oh, la bonne époque, hein. À l'époque, hein, on avait des vraies connexions internet de bonhomme, hein. Ouais, on n'était pas avec la fibre, là, ça va trop vite ce truc, moi je comprends plus rien. Voilà, moi je vous le dis, moi 56K là, le téléphone, on l'entendait internet, hein. On l'entendait dans l'oreille, hein. Voilà, voilà. Ah putain, j'ai envie de crever. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en mode c'était mieux avant le 56K. Putain. Ma mère qui essayait d'appeler. Bah oui, on pouvait pas appeler en même temps, hein. Avec une facture de 1 200 € pour une ROM. Voilà. Vous voyez, même pas besoin de me faire avoir par Adopi. Il y avait déjà l'amende. C'était caca le 5 kilooctets secondes. Tu avais le temps de réfléchir, ouais, c'est ça. Oh, le 56K à l'époque. Hein, tu téléchargeais un truc, mais t'avais le temps de savoir ce que tu téléchargeais. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein, on télécharge des trucs, on sait même pas ce que c'est. Excellente imitation, tu as la tête du Gabouré à 8h du café en plus ce matin. Ouais, la voix aide bien. Le 56K maintenant, on a fait un bond énorme en termes de consommation, même simplement pour la taille des jeux. Ah bah oui. Bah à l'époque, les jeux, il y avait une limitation qui faisait que les jeux dépassaient, les jeux et les films, rappelez-vous, dépassaient pas les 700 mégaoctets. C'était la taille d'un CD. Et donc c'est pour ça qu'on avait tous les films qui pesaient 700 mégaoctets. Mais qui n'étaient pas en super qualité, hein, mais bon, pour l'époque, si, ça allait. Hein, on se rappelle sur Emule, je vous vois, mesdames et messieurs. Hein, je vous ai vu sur Emule, hein, télécharger des films. Vous vous rendez compte que c'est pas le film que vous vouliez. Voilà. Je filais des solus de jeuxvideo.com à des disquettes à mes potes. Jamais. Au début du CD-ROM, c'était même 650. Ouais, exactement. LimeWire. LimeWire, c'était bien poutré de malware, hein, quand même. Hein. Ah là là. Pour l'époque, avec les télés du moment, ça passe. Non, mais de fou. On va avancer, mesdames et messieurs, parce qu'il est 8h22. Et en vrai, j'aimerais pas trop défoncer ma voix. Voilà. On va continuer. On va parler d'un truc. Je savais pas que vous faisiez des streams matinaux. Je vous regarde souvent sur YouTube. Et là, je vous ai trouvé au hasard du scroll en just chatting. Ah, bienvenue à toi, Ch'titériku. On est là tous les matins. On est là tous les matins, on est les tarés du Twitch Game qui font des streams matinaux à Amsterdam avec tous les autres streamers, parce qu'il y a eu une petite convention. On s'est fait mépriser, voilà, il faut dire les termes. On s'est fait mépriser par tout le Twitch Game, hein, même des grands noms, hein, des gens Massier et tout ça, qui ont fait mais vous êtes fous de streamer à 8h du mat, c'est pas des horaires de streamer. On nous a dit qu'on n'était pas légitime. Pas légitime parce qu'un vrai streamer, ça stream de 20h à 3h du mat. Voilà. Je veux pas accuser, hein, mais il s'appelle Jean et après son nom finit par Massier. Mais voilà, je veux pas accuser. Je veux pas accuser, on sait jamais qu'il soit là le matin. Des fois il est là, des fois il se réveille. Je sais pas, je comprends pas comment. Voilà. Ouais, le format Divix, c'est vrai, ouais. À l'époque. Hein. Ah, je vous ai rappelé des souvenirs. Hein. Je vous ai rappelé des souvenirs. Bon, on va parler donc de cet article de j'allais dire Verizon, mais pas du tout, des Échos. Désolé pour la pub d'ailleurs, hein, parce que les Échos demandent à virer les bloqueurs de publicité. Et comme d'hab, quand on laisse de la pub, c'est l'enfer du cul, quoi. C'est l'enfer du cul. Alors, tac, on va zoomer un petit peu. Ah merde, on peut pas zoomer pour que ça soit sur le côté. Bon, on va faire ça. Les difficultés de recrutement dans le secteur informatique ne vont pas s'arranger. D'après une étude du cabinet international de recrutement Michael Page, on dirait le nom d'un acteur américain, la pénurie de candidats dans la tech va se poursuivre en 2023 et même au-delà. En cause, le manque de profils formés sur ces métiers très recherchés par les grands groupes et les ETI. Je ne sais pas ce que c'est qu'une ETI. Vous allez me mépriser énormément dans le chat. Entreprise de taille intermédiaire, d'accord. Ok. En fait, c'est le M dans PME, quoi. Ok. Entreprise de taille intermédiaire, je savais pas. La cybersécurité est en première ligne.
Une pénurie de candidats sur des métiers de plus en plus recherchés, car indispensables à la sécurité et à la transformation numérique des entreprises. Voilà le portrait robot du marché de l'emploi dans le secteur technologique en France, selon la dernière étude des rémunérations de Michael Page, acteur international qui a joué aux côtés, bien sûr, de Leonardo DiCaprio. Non, c'est un cabinet international de recrutement. Publié depuis 6 ans, ce rapport dresse un panorama du marché du travail dans une vingtaine de secteurs, en se basant sur les données des entreprises clientes du cabinet. Pour le secteur IT, le cabinet possède une base de 450 000 profils de personnes pour 17 000 entretiens réalisés. Bon, ça va a priori, c'est pas joli rigolo, c'est plutôt sérieux. Ce n'est malheureusement pas nouveau et cette tendance va se poursuivre l'année prochaine, voire jusqu'en 2026, introduit d'emblée Sacha Kalusevic, directeur de la division technologie du groupe Michael Page. Il y a une pénurie globale sur l'ensemble des métiers IT, mais certains métiers sont particulièrement touchés. Alors cet article il est intéressant si vous êtes en réflexion de reconversion professionnelle, parce qu'il y a des secteurs où effectivement ça recrute un max et vous pouvez vous faire une thune de malade en faisant un métier cool. Parce qu'il ne faut pas hésiter à négocier son salaire, surtout si vous êtes en position de force. Voilà, faut pas se sentir gêné, c'est hyper important. Lesquels, pardon. D'après l'étude, avec 2 à 4 fois plus d'offres que de candidats, les ingénieurs système, les architectes en sécurité, DevSecOps, les experts en cloud et la gestion de données sont les postes les moins pourvus dans l'IT. Sacha Kalusevic ajoute à cette liste les auditeurs et les cadres de gouvernance en cybersécurité, indispensables pour piloter de manière transversale la sécurité numérique des entreprises. Cette phrase fait un peu bullshit, mais non, elle est tout à fait correcte, hein, mais piloter de manière transversale, ça me fume de rire à chaque fois. On dirait le bullshitotron, attendez. Bullshitotron, je crois que ça s'appelle comme ça, non Ah merde, vous savez comment il s'appelle le site pour générer le Bullshitomator, non Merde, je l'ai plus. Il y en a dans le chat qui l'auront. Alors attendez, je mute 2 secondes le micro, j'ai besoin de me moucher. Voilà, bonjour à tous. Le Pipotron, ouais c'est ça, merci Joe Musashi. C'est le Pipotron. On se régale juste un peu ce matin. Le Pipotron. Pipotron. En ce qui concerne l'impasse de ces derniers temps, il convient d'anticiper toutes les problématiques déjà en notre possession. Elle est pas mal celle-là. Pipotron, tant que durera la sinistrose actuelle, il est préférable d'anticiper toutes les alternatives possibles. Putain, j'adore. C'est incroyable. Meilleur site du monde. Bref. La cybersécurité, premier recruteur dans l'IT. Les entreprises ont en effet des besoins très forts sur les profils sécurité car elles sont en pleine transformation numérique et sont soucieuses de mieux se protéger face aux cyberattaques de plus en plus nombreuses. Alors ça c'est vrai qu'effectivement on est dans un monde où la cybercriminalité prend de plus en plus d'ampleur parce que c'est un moyen très simple d'avoir des informations, de faire chanter des entreprises. Et comme monsieur et madame tout le monde, même des employés, même dans l'IT, dans l'informatique, ont le même mot de passe partout. L'entreprise fait des formations sur la sécurité, ils font oh oui c'est bien et puis en fait ils s'en battent les couilles. Là j'en veux aux employés, hein, pas aux entreprises. En fait on se retrouve effectivement avec des cybercriminels qui en profitent. Voilà, hein, la sécurité oui c'est chiant mais c'est important. C'est voilà quoi. D'après le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, 49% des entreprises françaises auraient été visées par une cyberattaque en 2021. Pointu, les compétences sur ce métier stratégique sont particulièrement recherchées par les entreprises de plus de 1000 salariés, comme les grands... Putain, j'ai lu les grandes soupes. Les grands groupes ou les grosses ETI, voire certaines PME. Ouais, ETI, donc taille intermédiaire ou petite et moyenne entreprise. Les entreprises n'ont qu'à mettre des Face ID. Les entreprises n'ont qu'à investir sur des solutions. Il y a même aussi des clés, hein, des YubiKey et ce genre de trucs. Si tes employés n'ont pas envie d'avoir des mots de passe, très bien. Tu mets en place des solutions avec des clés de login et des trucs comme ça, quoi. Il faut bosser, quoi. Il faut bosser. Là, pour le coup, je continue de trouver. Moi, dans mon ancienne boîte, j'ai vraiment... comme dans toutes les boîtes, vous avez aussi des expériences à partager dans le chat, mais comme dans toutes les boîtes, putain, t'as encore cet employé qui met ses mots de passe sur un post-it dans son tiroir. T'es en just canning, quoi. T'as envie de canner, t'as envie de Guillaume canner, quoi. C'est l'enfer. Et le problème, c'est qu'effectivement, t'as beau faire des formations, t'as beau faire des trucs. Là, je me mets du côté un peu entreprise. Pourtant, je suis de gauche, hein. D'habitude, c'est pas... Voilà, donc profitez-en. Non, mais je déconne. Mais
t'as des employés qui jouent pas le jeu, quoi, et c'est pas normal. C'est pas normal, il suffit qu'il y ait, on va dire, une personne dans le personnel d'entretien qui en fait soit une personne, une entreprise concurrente. Ça arrive, hein, les gens, croyez pas que c'est que dans les films. Elle check un peu les tiroirs quand tout le monde est parti, pam, elle trouve des mots de passe, c'est finito, hein. Finito le harigot. Le haribo. Finito le haribo. C'est beaucoup plus drôle, finito le haribo. J'essaie de mettre en place Dashlane dans ma boîte. Ouais, non, mais tu t'arriveras pas à bouger les. Enfin, c'est très dur de faire bouger les gens. On bosse pour des hôpitaux, on a des passeports VPN à 3 caractères. J'ai envie de canner. Mister Jensen, là, j'ai envie de. Voilà, je suis. C'est l'enfer. Le maillon faible, c'est souvent les mots de passe des comptes de service dont le mot de passe ne change jamais, qui ont en plus des privilèges élevés. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bref. Si les besoins... Oui, à tel point que le nombre d'offres d'emploi sur ces métiers a bondi de 30% entre 2021 et 2022, selon l'estimation du cabinet, un chiffre en cohérence avec une estimation de la DARES. Je sais pas ce que c'est, il faut expliquer dans les articles, hein, ce que c'est les acronymes, les gens, c'est vraiment chiant. Travail de plateforme et usage de la protection sociale. Ah, un truc de gauche, protection sociale, ça me va très bien, ça je clique. Déchiffrer le monde du travail pour éclairer le débat public. C'est ça l'acronyme? Attends. Déchiffrer. Ça veut dire quoi, DARES? Attendez, j'ai pas compris. Oui, c'était du troll, Willrow. Il y a eu une suppression un peu hâtive, mais des fois c'est. Ah, direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistics. Ok, très bien. Bitwarden, c'est très bien, Kerouac Jack. Vas-y, fonce, c'est très cool. Donc 210 000 postes créés dans l'informatique d'ici 8 ans. Ah, mais non, mais moi je le redis, les gens, hein. L'informatique. Alors oui, il peut y avoir des trucs chiants des fois, mais honnêtement, c'est un compromis excellent entre des métiers qui sont quand même plutôt chouettes et des bons salaires. Ben, encore aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui disaient oui, mais les métiers, ça va être remplacé par des machines. Non, pas encore. C'est honnêtement, si vous voulez partir dans un domaine où vous êtes sûr d'avoir du taf, d'avoir un peu une garantie de l'emploi et tout, ça reste aujourd'hui le top du top. Honnêtement, hein, c'est un des secteurs qui est le plus, qui est le plus porteur. Parce que là, toutes les entreprises ont besoin d'informaticiens, toutes les entreprises ont besoin de devs. Mais vous voyez, par contre, beaucoup d'entreprises ont besoin d'experts en sécurité. Voilà. Voilà. Donc en tout cas, je sais que dans le chat, on a toujours des gens qui sont en demande de reconversion professionnelle. Et on a même une personne dans la modération qui est en reconversion professionnelle, si je dis pas de bêtises. Et en plus, c'est assez sympa. Enfin, l'informatique, je sais que souvent, c'est une vision un peu du geek informatique. Non, en fait, l'informatique, il y a un truc cool. Moi, c'est pour ça que c'était mes études. Mais l'informatique, c'est comme résoudre des petits casse-têtes rigolos constamment. Globalement, hein, après, dans le boulot, faut gérer des gens, faut gérer des machins. Ça, c'est relou. Mais l'informatique a vraiment ce côté... tu résous des petits casse-têtes. Et t'as des résultats et c'est rigolo. En tout cas, dans le dev front-end. Hein, c'est pour ça que je préfère vraiment le front-end. C'est que tu codes un truc en CSS, ça fait des trucs marrants. Tu mets une balise blink, ça blink. Tu testes des frameworks, ça marche bien. Des fois, t'en testes, ça marche. Enfin, j'aime bien. Voilà. Brominou, tu t'es reconverti dans dev à 30 ans. Tu bosses dans la fonction publique, ça paye mal, mais c'est pas grave. Après, c'est pas qu'une question de salaire, c'est une question, encore une fois, hein, le plus important, c'est de se sentir bien dans le taf. Hein? Bien sûr. Le salaire est moi, je mets le salaire en deuxième. Le plus important, c'est d'abord d'être bien dans son taf. Si t'es payé à peu près correctement, mais que t'es bien dans ton taf, ça fait la différence. Parce que putain, autour de moi, j'en vois des... Et oui, des jeunes qui... c'est pas qu'ils ont la flemme de travailler, mais j'ai des potes qui ont eu des métiers de merde et qui ont du mal à se remettre... à chercher du taf et à se remettre dans des boulots parce que le monde du travail, dans certains domaines, il est pas tendre. Hein. Voilà. Hein, quand je vois les commentaires des gens, on m'a dit il faut aller bosser, gna gna gna. Ouais, non, c'est plus compliqué que ça. Backend aussi, le backend c'est plus rigolo, mais moi, WorkNG, je fais partie des gens qui aiment bien, genre, voir les trucs, tu vois. Et le backend, je t'avoue que bosser tous les jours en recevant des trucs en JSON, ah non, moi j'ai besoin de voir des trucs qui s'animent sur l'écran, tu vois.
J'ai un dev backend avec moi, il m'envoie les données. J'ai juste à les mettre en forme. Ah ouais, ouais, moi ça me régale. Moi je suis là, ouais, let's go. Par contre, coder des trucs en back-end, aller taper des bases de données, putain, j'aime pas du tout ça. Je trouve ça pas fun du tout, mais je comprends. Euh, L'informatique c'est chiant. Moi je trouve ça pas chiant du tout l'informatique, hein. Euh, DUT informatique, année spéciale, 2 ans condensés en un an. Ah putain, 2 ans condensés en un an, ça a dû être un peu. Guillaume, faut qu'on parle, je veux bien être ton dev back. Je préfère le back-end, c'est plus stimulant. Non, mais je comprends. J'ai eu ce débat 1 milliard de fois avec mes potes quand on était en cours. Euh, mais moi, c'est voilà, c'est parce que ça, tu voyais, parce qu'il y a un peu d'ego aussi. C'est que le dev back, tu vois, il fait son bac et il est heureux de le faire. Le dev front, tu vois, il a envie de montrer aux gens. Alors que fondamentalement, moi je le dis, hein, en front, je pense que factuellement, je pense que je bossais moins que des devs back-end. Je trouve que le boulot back-end est plus compliqué. Mais il y a l'ego, tu vois, c'est le côté, je peux montrer un peu ce que j'ai fait. Attention, ça veut pas dire que je n'en ai rien, hein, c'est compliqué le front-end aussi, hein. Mais le front-end, je pense, plaît à des gens, effectivement, qui aiment bien montrer un peu ce qu'ils font, qui aiment bien communiquer. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de presse dans le monde de l'informatique pour du front. Alors oui, d'ailleurs, j'utilise des termes techniques, excusez-moi. Le front-end, c'est la partie visible. En gros, le front-end, c'est ça. Bah, regardez, le front-end, c'est ça. Inspecter. Voilà, le front-end, c'est... Si ça veut bien se décaler. Voilà, c'est des trucs comme ça. Ça paraît bizarre et compliqué, mais je vous assure que c'est pas compliqué. Attendez, est-ce que je peux zoomer un peu? Ah oui, on peut pas. Si on peut, mais je me rappelle plus le raccourci, puis j'utilisais pas trop Chrome et tout. Voilà, et puis là, il y a du CSS, et puis on change des trucs, et puis c'est rigolo, quoi. Voilà. Voilà. On va avancer dans l'article. Et oui, et le back-end, le back-end, c'est ça. Regardez, c'est genre à peu près la même chose, mais la différence, c'est que il faut aller dans Network. On actualise la page. Vous voyez toutes ces petites requêtes là? Ah, attendez, on va mettre les requêtes. C'est où déjà Fetch. Ouais, c'est ça, hein. Et là, normalement, on n'a que les JSON. Ouais. Et vous voyez, le back-end, bah, en fait, c'est des trucs que retourne le serveur. Et notamment, est-ce qu'il n'y a pas des trucs d'articles? Il y a de la config, il y a des états, mais on s'en fout. Les difficultés, machin. Voilà, il y a des petites requêtes. Requêtes, il y a quoi là en réponse? Periscope. Je sais pas ce que c'est ça. Twitch, host, persistent player. Ça doit être des connexions. Vous voyez, en gros, le back-end, c'est les gens qui s'occupent de renvoyer des trucs comme ça. Voilà, ça, c'est le back-end. Vous voyez, il renvoie des trucs. Là, il y a des trucs de cookies, par exemple. Ça, c'est peut-être moins back-end. Voilà. Quoique, si, je dis une bêtise. Je regarde s'il n'y a pas les infos, mais non. Ah, pourquoi il y a pornhub.com? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, très bien. Pourquoi il y a Pornhub dans les réponses de Les Échos? Je sais pas. Il y a des trackers de Pornhub? Trop bizarre. Trop bizarre. On va finir l'article. Il est déjà 8h38. On en était où? Quelle solution pour remédier au problème? Oui, je crois on va sauter un peu dans l'article. Allez, on va avancer sur la fin. Bah alors les Échos, non mais je vous jure, c'est trop bizarre. Oui, quelle solution pour remédier au problème? En forte augmentation depuis le passage du Covid, les reconversions professionnelles sont un horizon. L'étude de Michael Page indique notamment que 38% des femmes travaillant dans la cybersécurité ont débuté leur carrière dans un autre milieu. Ça, c'est super intéressant, hein. Si vous connaissez des amis, qui sont en reconversion professionnelle, vous pouvez aussi leur suggérer l'informatique, hein. Y a beaucoup de nanas qui se reconvertissent en informatique plus tard dans leur carrière. Et c'est assez chouette. Aussi, il existe aujourd'hui davantage de formations pour devenir un développeur basique, ce qui est très utile pour les entreprises, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir des postes plus pointus qui nécessitent un savoir technique plus profond, nuance le cadre de Michael Page. Du côté des recruteurs, l'heure est à l'adaptation et aux exigences de la demande. Salaire plus important que la moyenne, négociable à la hausse, télétravail à 100%, prime, flexibilité horaire, congés supplémentaires, tels sont les outils identifiés par l'étude. On a de nombreux jeunes candidats qui n'hésitent plus à exiger des packages salariaux importants. J'ai déjà eu un profil trentenaire qui a obtenu 130 000 € bruts par an, alors que le salaire d'origine était déjà à 100 000, partage le directeur de Michael Page Technologies.
Mais d'après lui, la hausse des salaires devrait se calmer dans l'IT en raison des incertitudes économiques actuelles. Oui, c'est vrai que c'est pas une période où vous allez pouvoir négocier beaucoup plus haut votre salaire. Mais ça se négocie quand même, hein. Voilà. Par contre, aucune baisse n'est prévue à l'horizon et la concurrence pour rester attractive demeurera féroce entre les entreprises. Voilà pour cet article de Les Échos que je trouve très intéressant. Ma commune est en train de se reconvertir en développeuse. Trop cool, Patitus. Trop cool. Jérôme a pas fermé ses pages. Oh non, 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 t'inquiète pas, c'est pas le genre de truc qu'on fait ici. T'imagines bien, pour du front-end ou du full stack. Alors, full stack, pour ceux qui savent pas, qui sont pas dans l'informatique. Full stack, c'est des personnes qui. Enfin, c'est pas des personnes, mais des développeurs full stack. Ce sont des personnes qui maîtrisent à la fois le front-end, donc la partie visible du site web, et le back-end, donc la partie serveur, voilà, qui envoie les données. Voilà. Le HTML et le CSS, c'est des trucs qu'on te demande de savoir quand tu es graphiste. C'est n'importe quoi le métier de graphiste maintenant. Oui, c'est pas normal. Normalement, graphiste n'est pas censé être un développeur web. Après, tu as des métiers d'intégrateur. Et si je dis pas des bêtises, le métier d'intégrateur, c'est justement de passer du design d'un site à la version HTML, CSS, front-end en fait. Je vais vérifier pour pas dire une bêtise, hein, mais intégrateur, le Parisien étudiant. Un intégrateur contribue à la création d'un site. Les rédacteurs, photographes ou vidéastes lui fournissent tous les éléments nécessaires à l'intégrateur de lier ses documents entre eux pour que l'internaute navigue de façon la plus fluide possible sur le site web. Ouais, c'est ça, hein, recevoir l'intégralité des éléments pour construire le site web. Ouais, c'est ça. Ok. L'intégrateur traduit en code la maquette. Ouais, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, y a-t-il des DevOps dans la salle? Et si vous connaissez un peu les salaires en cette période? Alors, GG la poule d'acier. Tu as bien raison de poser cette question dans le chat. Je t'invite, vu que tu es abonné, à la poser aussi sur notre Discord, bien sûr, parce que je pense que tu auras plus de réponses. Et voilà. Notamment dans le channel, tu as un channel tech. Voilà, donc n'hésite pas à aller dans le channel tech. Voilà. Et à en discuter avec la communauté. Voilà. Tous les développeurs sont intégrateurs, mais pas l'inverse. Oui, hein? Ok, peut-être. Oui, d'accord. Bon, je suis un pigeon. Je prends un dernier commentaire et après on va avancer. Fin de la reconversion dans un mois, après 2 ans de l'alternance et POE. J'ai hâte d'avoir un vrai salaire. Bah, c'est cool, Psylob. C'est cool. J'espère que tu vas t'éclater. Le budget des entreprises va exploser. Les télétravailleurs réticents à continuer de travailler chez eux avec l'envolée des prix de l'électricité, les abonnements Navigo qui augmentent très nettement. Ouais, la période va être un peu compliquée. Bon, essayons d'être un peu positif, hein. J'ai pas envie d'être trop négatif. Merci à HighTech47 pour ton Prime et merci beaucoup. Salut Nicolas Sympa, bienvenue à toi. Ton master en commerce ne va pas trop t'aider pour du dev malheureusement. La technique va venir avec l'expérience. En l'occurrence, si tu as une formation de 6 mois, bah tu en as 10 fois moins qu'un master. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Après, tout ce que tu as appris en commerce va être extrêmement utile en informatique parce que en fait le commerce va te permettre plein de choses. Si un jour tu veux lancer ton projet, c'est cool. Si tu veux négocier ton salaire, bah, c'est con, mais tu peux avoir déjà une certaine façon de parler, un langage, une expertise. Et puis en fait, avoir des compétences croisées, c'est toujours bien valorisé et valorisable dans un entretien d'embauche. Voilà. Merci Fabrice. Merci Fabrice pour ton Prime, 19 mois. Merci à toi. Mais vous ne vous serrez pas trop la ceinture, vous valez de l'or même en période de récession. Ah non mais bien sûr, ça sera toujours utile, mais j'ai peur d'être toujours payé au lance-pierre car je t'assure que non, aucun. Je t'assure que non, hein. En fait, comme plein d'entreprises recrutent, t'as la chance de pouvoir proposer ton salaire et de t'y tenir. Si l'entreprise ne veut pas, tu dis bah tant pis et tu vas voir d'autres entreprises. Après ça dépend aussi d'où tu es. En France, si tu es dans un endroit où il y a beaucoup plus de postes, même s'il y a du télétravail aussi, mais par exemple, si tu es à Paris, tu peux te permettre de faire ça. Si tu es dans un petit patelin un peu paumé, tu peux peut-être moins te permettre de faire ça. De toute façon, fais-toi un tableau, mes forces, mes faiblesses, et voilà, et tu vois.
Mais je pense que beaucoup de gens se sous-estiment au niveau des prétentions salariales, hein. Vraiment, ça c'est clarinette. Ah bah t'es à Paris, bah fonce. Donne-toi un salaire plus élevé que ce que tu penses et fonce. Voilà. Voilà. Je connais pas la température en France. Bah actuellement il fait 8 degrés. Voilà, tout grand mais peu. Le télétravail est-il la norme? Non, non, c'est pas la norme. Depuis le Covid, ça s'est beaucoup démocratisé, mais c'est pas la norme. Sérieux les gars, allez-y, nous à Lille on galère à mort à recruter un informatique, ça fait des mois qu'on a des postes vacants. Bah n'hésitez pas à envoyer un message à Fanou du 62, hein. Envoyez-lui un petit message sur Twitch, hein, si vous cherchez du taf. Pardon. On va parler, mesdames et messieurs, de la Nintendo Switch 2, un article de Frandroid, qui aurait deux bottes secrètes, pratiques pour marcher, pour ne plus jalouser les PS5 et Xbox Series X. Voilà. Un employé de Nvidia s'était penché au sujet de la puce Tegra 239. Ce nouveau SoC, donc système on a chip, devrait servir de base au développement d'une probable Nintendo Switch 2 et débloquerait le Ray Tracing et le DLSS pour des jeux plus beaux sur la console portable. La Nintendo Switch 2 n'arrivera vraisemblablement pas tout de suite sur le marché, pas avant mars 2023, mais les informations la concernant prennent cette semaine un peu plus d'épaisseur. On apprend en effet qu'un employé de Nvidia a confirmé l'existence de la puce Tegra 239 en invoquant sur linux.org l'ajout de la prise en charge du SoC Tegra 239 qui possède 8 cœurs dans un seul cluster. Très bien. Évoquée par la rumeur depuis 2021, cette puce Tegra 239 devrait logiquement motoriser la prochaine console portable de Nintendo. Elle avait fait l'objet d'un leak de la part de Kopite7 Kimi, ou Wu, hein, bien sûr. Souvent bien renseigné, l'intéressé assurait alors qu'il s'agirait d'une version customisée de la puce Tegra 234 au Rhin, développée par Nvidia. Ce maillage d'informations nous permet de dresser un premier portrait robot de la puce que Nintendo risque d'employer pour sa Switch 2. Et oui. Ray Tracing et DLSS au programme. Donc, ce SoC, donc 239, devrait ainsi embarquer 8 cœurs CPU, des cœurs ARM Cortex A78C ou A78, couplés à une partie GPU basée sur l'architecture Ampere, soit la même que pour les GeForce RTX 3000. Attention, ça ne veut pas dire que ça aura la même puissance, hein. On trouverait ainsi une prise en charge native du Ray Tracing et du DLSS 2.2, deux belles nouveautés qui promettent des jeux sensiblement plus beaux sur la prochaine console portable. À titre de comparaison, rappelons que la PS5 et la Xbox Series X profitaient déjà du Ray Tracing. Cependant, avec le DLSS, une fonction qui améliore artificiellement la qualité de l'image, la Switch 2 pourrait en partie combler le potentiel retard. Sur Twitter, sans que l'on puisse en être certain, il se murmurait enfin que certains éléments tirés de la nouvelle architecture Lovelace, beaucoup de termes, hein, un peu técos dans l'article, hein, il faut suivre, seront employés par Nvidia pour booster la puce de la prochaine Switch. Pour rappel, l'architecture Lovelace sert de base technique au RTX 4090 et 4080, présenté par Nvidia il y a 2 jours. Si la Switch 2 arrive bien dans le courant de l'année 2023, il est possible que Nvidia cherche à synthétiser certaines nouveautés de ses RTX pour en faire profiter la nouvelle console portable de Nintendo. Voilà pour la Switch 2 et les rumeurs, donc une Switch 2 quand même plus puissante. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je trouve que la Switch commence quand même à vieillir un petit peu. Et notamment, notamment en fait une image vaut 1000 mots, hein, comme on dit, mais notamment... notamment, voilà, on va vous montrer des petites images, voilà, mais la Switch, ça commence à être un petit peu, un peu compliqué, quoi. Attendez, je vous montre des images. Voilà, mais voilà, quoi. C'est les textures derrière, ça va pas, quoi. C'est Pokémon, ça, hein, c'est le prochain Pokémon. Mais les textures, ça commence à être un peu la pixelisation. Bon, vous ne voyez pas forcément si vous avez l'image en petit, hein. Mais vous voyez ça, genre l'herbe cramée, là, machin. L'arbre en polygone comme sur la Nintendo 64. Ça... Ouais, ça commence à être un peu compliqué, quoi. Ça c'est pas possible. Excusez-moi, on est sur un visuel de Super NES ou quoi? Feuillage.jpg. Non, mais vraiment, là, la Switch commence vraiment à vieillir. Ça, ce sont des fausses images, hein. Ça, c'est des images générées,
Voilà. Mais non, non, ça commence à beaucoup trop vieillir. Et certains vont dire oui, les graphismes, c'est pas important. Ouais, non, mais au bout d'un moment, quand même. Là, je trouve que les graphismes dans les derniers Pokémon sont tellement mauvais que pour moi, ils nuisent à l'immersion. Moi, je trouve que ça commence à nuire à l'immersion. Mario Kart 8 Deluxe, c'est magnifique. Je me suis toujours posé la question de comment Nintendo arrivait à faire un très beau Mario Kart 8 et un Pokémon dégueulasse. Je sais pas. Je sais pas comment ils font. Je mute 2 secondes, je me mouche. Ah, excusez-moi. Salut Guillaume, Osef, des graphismes dans Pokémon, vraiment. Bah, pas moi. En fait, n'oubliez pas que si pour vous les graphismes ne sont pas importants, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et je suis pas du genre à dire oui, les graphismes, gna gna gna, c'est le point le plus important. C'est pas le point le plus important. Mais je trouve que quand les graphismes nuisent à l'immersion, ouais, moi j'ai un problème avec ça. Je trouve que on est en droit d'attendre quand même un truc un peu mieux. Et là, oui, les graphismes, pour moi, dans Pokémon Arceus, des fois, ils m'ont sorti du jeu. Ils m'ont sorti du jeu. Il y a des Pokémon, tu les voyais loin, ils allaient en 2 FPS. C'est dégueulasse. Et ça me sort de... En fait, ça casse un peu... si je dis pas de bêtises, hein, parce que j'ai pas envie d'utiliser un terme sans être sûr. Mais ça casse un peu... Ouais, non, je vais pas l'utiliser. Ça casse un peu mon immersion dans le jeu quand je vois... des bugs qui avaient... Alors, non, c'est pas des bugs, mais des optimisations techniques qui piquent. Notamment le fait qu'on voit des créatures apparaître parce que la distance d'affichage, la profondeur d'affichage est très courte. En gros, on marche et on voit genre 20 mètres plus loin, paf, t'as un élément qui apparaît parce que le jeu le faisait pas apparaître pour économiser de la ressource. Euh, c'est un peu dégueulasse. Attendez, Pokémon Arceus. Euh, euh, Pokémon. euh, je sais pas si je tape ça. Si on voit les Pokémon apparaître au loin. Je le verrai pas. Mais en gros, ouais, les Pokémon qui laguaient au fond d'une map, c'était un peu dégueu. Vraiment, Pokémon n'est pas une référence pour la puissance de la Switch niveau graphisme. Non, mais je sais bien. Mais c'est pas une raison pour. C'est critiquable quand même. C'est plus une question de direction artistique que de graphisme car Zelda est magnifique. Ah non, mais Zelda a réussi à beaucoup mieux cacher la misère. Mais il y a quand même des limitations techniques. Regardez, alors, je vais donner un exemple plus clair. Il y a des jeux qui sortent sur Switch en ce moment, notamment Link's Awakening ou même Breath of the Wild, et les jeux lag. Les jeux lag. T'as des moments où tu descends en dessous de 30 FPS, quoi. C'est pas normal. Link's Awakening, je le sais bien parce que ma chérie y a beaucoup joué, je la regardais beaucoup jouer au jeu. Il y a des moments où ça laguait. Et t'es en droit de t'attendre quand t'achètes un jeu sur console qui ne lag pas. Je trouve. La console coûte cher, les jeux coûtent cher, ça me paraît normal d'attendre ouais, d'attendre que ça marche bien. Merci Kamaitachi. Merci beaucoup. D'autres jeux sont plutôt sympas. Witcher 3, même si pas au niveau, il est impressionnant. C'est impressionnant l'optimisation technique, ouais. Euh, Attendez, excusez-moi. Là, ça commence à être un peu dur, la gorge. Aïe. On va avancer dans les articles, mesdames et messieurs. Je sens ma voix qui commence à partir, donc on va essayer d'accélérer un peu. Mais c'est intéressant d'en parler de la Switch 2 parce que j'attends beaucoup, moi, de la console. Voilà. J'attends beaucoup. Euh, Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Si vous êtes intéressé par ces deux smartphones, eh bien, la date de début des précommandes est déjà révélée. Je ne promets rien. J'espère qu'on aura le temps de faire la conférence Google. Le seul problème, c'est qu'en fait, on sait déjà un peu tout. Donc, ça va pas être une conférence très excitante. Mais j'aimerais bien qu'on la couvre sur Twitch. Donc, suivez-nous, hein, pour ceux qui ne nous suivent pas forcément. Suivez-nous pour, voilà, pour ça. En tout cas, les événements Apple, on les rate pas. Les événements Google et Samsung, c'est, on va dire, un peu plus aléatoire. Ça dépend un peu de l'emploi du temps. Bref. Décidément, les Pixel 7 et 7 Pro n'entretiennent pas réellement le mystère
au fur et à mesure que leur présentation officielle approche. On sait déjà que les 2 smartphones seront présentés le 6 octobre 2022, donc c'est d'ici 2-3 semaines à peu près. Or, la marque veut d'ores et déjà effacer un petit doute que d'aucuns auraient encore pu avoir. La date de la conférence coïncide avec l'ouverture des précommandes. Autrement dit, dès le 6 octobre, vous pourrez précommander votre Pixel 7 ou Pixel 7 Pro. Le téléphone de la liberté, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on peut lire dans une vidéo promotionnelle publiée par la firme de Mountain View, que je vais vous montrer. Voilà pour la vidéo promotionnelle, on va essayer de mettre la qualité. Je vous mets pas le son parce que j'ai envie de parler un petit peu par-dessus. Je la découvre avec vous la vidéo. Donc Google qui a flouté le téléphone. Je continue de trouver cet effet floutage dégueulasse. J'imagine que c'est voulu par la team marketing, le fait de flouter le téléphone comme ça pour entretenir un petit peu, on va dire un petit peu l'illusion. Mais voilà. Voilà. Et en gros, ce qui va être annoncé, effectivement. Ah oui, mais même à la fin, ok, ils s'en foutent en fait. Ils montrent le design avec les nouveaux capteurs et tout. D'accord, ils en ont vraiment rien à faire. Comment on enlève? Ah oui. Ah bah non, ça les enlève pas. Bah je voudrais enlever les annotations en fait. Non, ça les enlève pas. Très bien. Oui, il y a surtout la Watch qui a été annoncée, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Oui, et ne précommandez pas les gens. Je sais qu'on a beaucoup envie de précommander les nouveaux téléphones et tout. Mais attendez un peu, surtout les pixels. On a bien vu quand même les soucis de capteur d'empreinte sur les Pixel 6 et 6 Pro. Moi, j'attendrai de voir si ces soucis ont été corrigés. Moi, je veux le smartphone pliant pixel. Apparemment, c'est des rumeurs. Pour l'instant, rien n'a été confirmé. Pourquoi flouter si c'est pour le montrer à la fin? Frandroid analyse ça en disant que flouté, il s'agit sans doute d'une petite plaisanterie de la part de Google pour se moquer du fait qu'il n'y a plus grand chose à révéler concernant les prochains smartphones. En réalité, on attend surtout de découvrir le prix des Pixel 7 et 7 Pro. Je suis en train de perdre ma voix, c'est l'enfer. Sachez aussi que la puce maison Google Tensor G2 a récemment révélé son nom, mais elle n'augure pas un énorme gain de puissance. C'est dommage parce que c'est pas très puissant la puce Google Tensor. Quand on compare dans les benchmarks, c'est pas si ouf que ça. Donc un peu dommage. Enfin, bien que les smartphones seront sans doute les stars de l'événement, la montre Pixel Watch sera également dévoilée à cette occasion. Moi, je vous avoue que je suis un peu déçu quand même parce que je mets de côté tout ce que je n'aime pas dans Google sur la vie privée, mais je trouve que Google pourrait être un acteur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Google pourrait être un acteur de fou dans le monde du smartphone, un acteur innovant, un acteur qui on va dire, qui tente des choses. Et je trouve qu'ils le font pas. Je trouve ça mou. Ce que fait Google en hardware, je trouve ça hyper mou. La Pixel Watch, oui, elle est jolie, oui, elle est sympa, mais c'est une montre connectée. Elle n'a pas de feature particulière, a priori, dans les leaks et tout ça. Les pixels, oui, ils sont bons en photo. Moi, je préfère le rendu photo des pixels, mais ils ont rien de spécial, quoi. Même Apple, alors beaucoup de gens disent que ça innove pas. C'est vrai que le 14 n'est pas très intéressant, mais même dans les téléphones d'Apple qui n'innovent pas, on retrouve quand même la détection d'accidents de voiture, ou la connectivité satellite, ou des trucs qui... Tu te dis, oui, Apple, ça innove pas, mais quand même, ils ont un petit truc que n'ont pas la concurrence. Bordel, Google, soyez comme ça, quoi. Vous pouvez l'être. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Ils ont la thune. Il n'y a pas d'excuse, c'est juste de la mauvaise gouvernance. Et je suis extrêmement déçu que... Vous voyez, j'ai aucune excitation pour cette keynote de Google. Aucune. Ça ne m'intéresse pas. Si je le fais, je le ferai parce que... Si, en vrai, ça m'intéresse un peu parce que je suis toujours curieux. Mais... Putain, excitez-nous un peu, quoi. Car Crash est sur Pixel depuis 1 an. Alors là, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Si c'est vrai, Car Crash... C'est vrai. Dispo partout. Genre Google Pixel a Scar Crash Detection. Ok. Bah alors Google communique mal dessus. Non, bah écoute, intéressant. Google Pixel a Scar Crash Detection. C'est disponible sur tous les pixels, même jusqu'au 3. Ok. D'accord. Turn on Crash Detection. Putain, je savais pas. Merci pour l'info. On t'entend renifler, bah excuse-moi d'être malade, Liberty Banshee, tu n'es pas obligé de rester sur le chat si tu ne supportes pas, voilà.
Excuse-moi hein, d'être malade. Tu pourras dire ça à mes microbes. Voilà, ils sont très contents de l'apprendre. Ils sont bidouillables et le Tensor permet la sécurité des données en interne dans la puce. Ah non, mais ils ont des choses. Mais en soi, Tensor, c'est un peu de sécurité en plus, mais c'est pas excitant si tu veux. Et bidouillable, pareil, c'est cool pour les geekos que vous êtes et que je suis. Mais le grand public s'en fout d'installer un Calyx OS ou un Graphene OS. J'ai quoi comme tel? En ce moment, j'ai le 14 Pro. Je teste le 14 Pro. Voilà. Prends un grog, ça ira mieux. Non, non, pas d'alcool. Jamais d'alcool tout seul. Ça correspond pas à beaucoup de leur type de rentabilité. YouTube AdSense, Drive, j'ai su. Ah non, mais leur business model est intéressant à analyser. On vous l'a déjà expliqué plusieurs fois et on vous le réexplique. Google, leur business model, c'est la publicité. Le pixel, fondamentalement, dans leur business model, dans ce qu'ils veulent faire, n'apporte pas grand-chose. C'est plus de l'argent jeté en l'air. Je pense que Google fait le pixel parce que c'est quand même important d'avoir une place dans le marché du smartphone pour montrer qu'ils sont là. Mais en soi, ils pourraient ne pas faire le pixel et très bien vivre, hein, Google. Et générer du profit. Mais quitte à faire des smartphones, rendez ça excitant, quoi. Vous voyez, pour le coup, Google nous avait beaucoup excité avec des fonctionnalités d'appel automatique. On n'en entend plus parler. Alors que ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Google est capable de faire rêver. Mais ils le font. Ils communiquent mal dessus. Je sais pas. Ça ne rentre pas dans la tête. Et aussi, là, pour le coup, c'est une critique envers Samsung et Google. Mais leurs keynotes sont chiantes. Google a absolument tenu l'année dernière à refaire en présentiel. Ça rendait le truc mou, quoi. C'était mou. J'ai le Pixel 6 Pro et il est très bon, mais l'autonomie, je regrette. Beaucoup de gens se plaignent de l'autonomie du 6 Pro et ça serait à cause de la puce, du modem Internet, enfin du modem 4G, 5G qui consommerait beaucoup de batterie. C'est un truc qui était un peu reproché aussi, notamment aux iPhone 12. La gamme iPhone 12 qui avait qui avait un modem 5G, mais qui était un peu consommateur en énergie quand même. J'ai un Samsung S9 Plus, je voudrais passer à Pixel, mais j'hésite à rester chez Samsung ou partir chez Google. Mon conseil, et je pense que Jérôme serait aussi d'accord avec moi, et Marion aussi, reste chez Samsung. Tu auras un meilleur SAV, tu auras plus de suivi, enfin quoi que le suivi chez Google, il est quand même pas mal. Mais tu auras quand même un truc plus fiable. Et je te dirais de prendre des S21 ou S22, tu vois, des téléphones qui commencent à avoir un peu de bouteille. Comme ça, tu es sûr que la fiabilité, elle est au rendez-vous. Si tu veux vraiment pas partir chez Apple, Samsung, la fiabilité, elle est quand même présente aujourd'hui. Voilà. On va avancer, mesdames et messieurs. On va faire une cerise rapide sur des applications pour le lock screen. Il faut que j'en teste d'autres. Ah oui, ça c'est très bien. Mais avant, petit rappel, malheureusement, que je n'ai pas mis en avant. Je vais le faire comme ça, tant pis, je ne montrerai pas de screen. Petit rappel que vous pouvez nous soutenir financièrement, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez l'émission. Vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons. Vous avez le Patreon. Merci à tous d'ailleurs, la vidéo sur les tests, enfin les prises en main iPhone. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur Patreon, donc merci à vous tous. Vous avez bien sûr les sub Twitch. Sub Twitch qui vous donne un gros avantage comparé aux autres formules d'abonnement, c'est que vous avez, alors toutes les formules d'abonnement, le replay, toutes les formules de soutien, Patreon, Twitch, YouTube Member, vous permettent d'accéder au replay des mugs. Mais Twitch, en fait, c'est instantané parce que dès que le mug est terminé, vous avez le replay. Là où Patreon et YouTube Member, en fait, on fait une manip manuelle. On s'en excuse d'ailleurs, elle met un peu de temps à arriver parce qu'en fait, elle est un peu galère cette manip. On peut pas tout automatiser. Donc en fait, les replays arrivent sur Discord vers 11h. Environ 11h. Donc c'est pas immédiat et on n'a pas de solution technique en fait aussi pour le faire en podcast audio.
Voilà, parce qu'en fait, on rappelle que notre cœur de métier, c'est YouTube. Le Mux, on adore le faire et tout ça, mais en fait, euh, si on doit prioriser un truc dans une journée, ça sera une vidéo YouTube. Et malheureusement, on peut pas des fois, on va pas uploader le mug instantanément. Des fois, il faut finir un truc en urgence, une écriture de texte ou machin. Voilà. Mais on fait ce qu'on peut pour l'uploader le plus rapidement possible. Et voilà, je vous assure qu'on essaie vraiment de le faire le plus vite possible. Mais j'ai vu des gens qui disaient oui, c'est pas uploadé immédiatement. Bah voilà, c'est un peu compliqué pour nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous êtes plus à écouter le mug, et si vous avez vraiment envie du replay instantané, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est le sub Twitch. Par contre, si c'est plus un soutien global de YouTube et de la chaîne, là, on vous invite éventuellement à aller sur Patreon ou YouTube Member. Plutôt Patreon, en réalité. Là, vous avez la connexion à Discord, vous avez tous les avantages du Discord, le vide-grenier. D'ailleurs, oui, annonce aussi importante. Nous allons vendre beaucoup de choses sur le vide-grenier. En gros, on a beaucoup de produits dans l'équipe qu'on revend. Notamment surtout après la période des iPhones où on a testé des iPhones machin, voilà. Donc on a par exemple des iPhone X, un iPhone X qu'on revend pas cher du tout, donc ça peut être intéressant pour on va dire pour des personnes dans votre famille qui sont pas trop dans la tech mais qui veulent quand même un bon iPhone. On va avoir des écouteurs sans fil, on va avoir des fois des claviers, des smartphones Android pas trop chers, donc pareil c'est intéressant pour des membres de votre famille qui sont pas trop qui s'en foutent un peu d'avoir le dernier téléphone machin. Des iPhone 12 aussi qui vont être vendus, enfin voilà, on a beaucoup de choses et ça c'est uniquement si vous êtes Patreon, Twitch sub ou YouTube member. Voilà. Le fameux X que vous ne recommandez pas dans la vidéo, quel iPhone choisir. Oui, mais on le recommande pas si vous l'achetez pour vous. Mais on le recommande si par exemple vous avez une personne de votre famille qui veut un téléphone et qui s'en fout un peu d'avoir un truc hyper puissant. On le recommande pas effectivement à l'achat pour des personnes qui s'y connaissent dans la tech, qui veulent un truc le plus optimisé possible. Mais encore une fois, on le brade. On le brade l'iPhone X. Donc il sera moins cher que le marché de l'occasion. Donc en fait ça en fait un bon achat quand même. Oui, moi je dis iPhone X, oui, iPhone 10. Voilà. Et le jeudi, il y a aussi un live privé pour les contributeurs. On parle de plein de trucs, c'est très rigolo. Je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. C'est parti. Nous allons donc parler, mesdames et messieurs, ça va être une petite cerise rapide, petite compilation pour ceux qui sont sur Android, a priori c'est une cerise qui va moins vous intéresser, vous pouvez rester si vous voulez, mais ça va être une cerise plutôt iOS 16 sur le lock screen. Et en fait je voulais vous partager, je vais le faire rapidement parce qu'encore une fois j'ai ma voix qui part un peu en cacahuète là. Alors je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous aurez le lien vers toutes les applis. Tac, voilà, je l'ai mis dans le chat. Donc ce sont des applis qui permettent d'augmenter, on va dire, votre écran d'accueil sur iOS 16 et de rajouter des widgets que je trouve assez cool. La première application, c'est Link Hub. Ça permet de mettre, comme son nom l'indique, des liens sur le lock screen d'iOS 16. Mais en fait, c'est très versatile parce que ces liens, ça peut être des URL, donc des liens internet, mais ça peut être aussi des liens qui vont contrôler vos applications dans iOS. Je rentre pas dans le détail technique, mais en gros ça permet d'aller assez loin. Donc si vous avez un peu envie de bidouiller, n'hésitez pas. Launcher aussi, qui est une application. Alors Launcher, moi je l'utilise, et c'est ce que je vous disais en début d'émission. Launcher, je l'utilise pour faire un truc. Alors, attendez, je vais virer les notifs. Launcher, je l'utilise pour avoir, si le focus se fait, ouais, pour avoir l'application photo en un clic. Donc vous voyez en gros, ici, là, il faut que je cache mon visage. Si je clique ici, hop, ça va, il faut que je déverrouille évidemment avec Face ID, mais ça va ouvrir directement l'application photo. Et moi, je préfère largement un clic plutôt que de swiper mon écran d'accueil. C'est un truc que j'ai jamais aimé d'iOS, c'est un truc que j'aimais bien d'Android. Là, en un clic, j'ouvre, si je déverrouille par exemple, je vais vous le montrer en déverrouillant. Là, en un clic, je clique sur l'appli photo. Et putain, je suis pas déverrouillé. Et en gros, ça ouvre l'appli photo. Et moi, j'aime beaucoup ce fonctionnement. Voilà. En bas à droite, tu l'as. Oui, mais il faut garder appuyé. J'aime pas du tout. En fait, j'aime pas garder appuyé là. Je trouve ça pas agréable du tout. Moi, j'aime bien cliquer et ça ouvre. On va ensuite parler donc de Home Widget qui permet
En gros, de faire des widgets pour pas les automatisations, mais la domotique. Donc si vous avez beaucoup de domotique chez vous, ce widget il peut vraiment vous intéresser. Home widget. Just Press Record, si vous enregistrez beaucoup de conversations, par exemple professionnellement, moi je trouve que ça peut être cool. Vous faites beaucoup de réunions et vous avez besoin d'enregistrer des réunions. Pour vous rappeler de choses, voilà. Vous avez donc ce petit widget là, Just Press Record, vous appuyez, ça lance un record immédiatement. Je trouve que l'idée est quand même assez cool. Apollo, c'est l'appli qui permet d'aller sur Reddit, qui apporte pas mal de petites choses sur l'écran d'accueil. Moi, j'avoue, je l'utilise pas. Je trouve que ça prend un peu de place. Overcast, qui est une appli de podcast qui est hyper bien. Et vous avez un widget pour voir un peu les podcasts qui sont sortis. Musicbox, c'est pour Apple Music, pour ajouter des albums en un clic et tout ça. Things, c'est pour des rappels, pour les avoir directement sur l'écran de verrouillage. Parcel, c'est pour suivre des colis. Donc avoir le suivi des colis directement. Countdowns, c'est pour avoir des comptes à rebours, pour savoir que dans X jours, il va y avoir l'anniversaire de votre chérie, et donc il faut que vous achetiez un petit cadeau, ou que vous prépariez un petit truc. Voilà, notamment vous pouvez offrir bien sûr un sub Twitch à la magnifique chaîne Nowtech Team, évidemment. Fitness View, c'est pour avoir des informations sur le sport. Et il en reste combien? Il en reste quand même pas mal, on va les faire. Tempo, c'est pour avoir des trucs, il me semble que c'est... oui, c'est pour les gens qui font du running, pour avoir des informations sur les distances que vous parcourez. Tripsy, c'est pour les personnes qui voyagent beaucoup, qui prennent beaucoup l'avion. Et pour avoir des informations sur les activités de votre voyage, donc sur le calendrier. Contact Widget, ça c'est je crois que c'est le dernier. Contact Widget, je trouve ça assez pratique. Peut-être pour des personnes, on va dire, ça peut être intéressant pour des personnes un peu moins à l'aise, ou qui ont besoin d'avoir vraiment un contact qu'ils appellent énormément. Je pense notamment peut-être si dans votre famille vous avez des personnes qui ont des problèmes de santé, vous avez besoin de les appeler plus régulièrement. Contact Widget permet en un clic d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un message, et je trouve que ce widget est important. Manqué peut-être un peu dans les widgets de base sur iOS. Donc voilà pour Contact Widget, et voilà pour une petite compilation. Je vous remets le lien. Et je trouve que cette compilation est plutôt cool, et moi je les ai tous installés, je vais tous les tester. Voilà. Swipe vers la gauche pour l'appareil photo sur le lock screen, c'est 1000 fois plus pratique. J'aime pas. En fait, n'oubliez pas, les gens, on n'est pas pareil. J'aime pas swipe. En fait, alors, là, je vous le dis, je fais tout le temps des photos avec mon iPhone, surtout pour tester en ce moment l'iPhone 14. Je n'aime pas swipe. Ce n'est pas naturel pour moi. Je n'aime pas. Ouvrir l'appareil photo en faisant ça, j'aime pas. Souvent, en fait, et puis moi en plus, j'ai un swipe qui est un peu bizarre, c'est que je swipe souvent un peu en diagonale. Et quand je swipe en diagonale, souvent il me sort le truc des raccourcis. J'aime pas. Je trouve qu'un... Tac, je vais refaire ça. Je trouve qu'un clic est 1000 fois plus fiable qu'un swipe. Clic, là, bam, ouvrir l'appareil photo. Et ça me va très bien. Et voilà. Et on n'est pas pareil. C'est tout. Voilà. T'aimes pas swipe, tu fais comment sur Tinder? Bah justement, j'ai trop fait de Tinder, donc maintenant j'en ai marre de swipe. C'est pour éviter l'ouverture de l'appareil photo dans la poche. Mais il va pas s'ouvrir dans la poche. Regardez, si je verrouille le téléphone et qu'il n'est pas déverrouillé, je peux pas ouvrir parce que c'est pas déverrouillé. Et moi, ça me va très bien. C'est quoi comme coque de protection que j'ai mis? Alors, on va passer au camp de fax et je vais y répondre. Donc c'est quoi la coque de protection? Alors moi je l'aime pas parce que c'est une coque un peu épaisse en silicone. C'est une coque Spigen. Si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à utiliser l'affiliation Nowtech, point d'exclamation AMZ si je dis pas de bêtises. Voilà, tu tapes Spigen iPhone 14 Pro et tu la trouves. Et elle était pas chère, c'est pour ça que je l'ai prise. Je prends encore une ou deux questions et après je vais vous laisser. Petite question sur un iPhone, on peut ouvrir la peine en double clic? Non, ça c'est un truc qui me manque énormément à moi de Nigo. J'aurais pas besoin de ce raccourci si c'était possible. Sur Android, un truc que j'adorais, c'est que si vous double-cliquez sur le bouton Power, ça ouvre l'appareil photo. J'adore ce raccourci, il n'est pas dispo sur iOS. Alors peut-être que dans le chat vous avez trouvé des moyens, mais même dans l'appli Shortcuts on peut pas le faire. Et ça me manque trop. J'adorais double-cliquer pour ouvrir l'appareil photo. Donc voilà.
J'ai une coque Peak Design, elles sont pas mal. J'aime pas trop les coques Peak Design, je les trouve trop épaisses. Moi j'aime les coques très très fines. Voilà. Tu as des streamers ou des streamers dev à conseiller? Ouais, FairJS, il y a un pote à moi. D'ailleurs, faudrait que je reboive un petit coup avec lui parce que c'est un gars très sympa. Il fait beaucoup plus de no-code, mais ça peut quand même t'intéresser. J'ai un pote à moi qui s'appelle Shubham, Shubham Sharma, qui fait beaucoup de trucs de no-code et d'automatisation et tout ça, qui est encore actif. Et je vous invite à le découvrir parce que c'est un gars qui fait beaucoup de contenu depuis un moment. Il commence à avoir une certaine notoriété. Et c'est surtout un gars très sympa. Merci Jonathan pour ta contribution sur Patreon. 1$. Merci beaucoup. J'avoue que le double-clic pour lancer l'appareil photo, ça me manque. Ouais. Tu peux backtap et assigner ça à l'appareil photo. Là, pour le coup, je trouve que ça ouvrait dans la poche. Le backtap. Enfin, je trouve que ça ouvrait trop régulièrement l'appareil photo et j'aime pas du tout. Le double-clic sur le bouton de démarrage. Bah non, oui, c'est ça. En fait, sur iOS, le double-clic, c'est pour lancer Apple Pay. Donc voilà. Voilà. Genre toi, tu connais Shubham comme le monde est petit. Ouais, moi même pour vous raconter des petites anecdotes, Shubham m'a hébergé chez lui. Fut une époque où effectivement, là j'étais encore sur ma chaîne à moi, mais Shubham, c'est un poteau. C'est un poteau. Il y a un moment où effectivement j'avais besoin de crécher sur Paname et il m'avait hébergé et il est adorable. C'est quelqu'un de hyper gentil. On a même fait une soirée ensemble avec Shubham. Voilà. Ouais, le monde est petit, ouais. Non, il est chouette. Faudrait que je reboive un coup. Je l'ai revu à Paris il y a quelques mois, mais ça fait un moment. Voilà. C'est un poteau, il m'éclaire la nuit. Elle est nulle, celle-là, Annalie. Tu sais qu'elle est nulle. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Je vais éviter de trop forcer sur ma voix. Parce que voilà. Qui on va raid ce matin? Qui on va raid? Lancer un petit raid. Guillaume, tu nous montres le 14 Pro ou 14 Pro Max? Ah, il y en a qui l'ont pas vu. Bah, il est comme le 13 Pro, hein, honnêtement. Honnêtement, Hop, attends, j'enlève la coque. Il est parfaitement identique à... Attends, je vérifie que j'ai pas de notif. Voilà le 14 Pro. On vous le redit, hein, si vous avez un 12 Pro, un 13 Pro, un 12, prenez pas le 14 Pro, honnêtement. Maintenant, je suis en train d'écrire une vidéo quand même, sans spoiler la vidéo. Je trouve qu'il y a une... Je vais le dire comme ça. Je trouve qu'il y a une fonctionnalité qui est un peu surestimée. Et je trouve qu'il y a une fonctionnalité qui est complètement sous-estimée. Je vous dis pas lesquelles. Mais moi, j'avoue qu'il y a un truc que j'aime énormément dans le 14 Pro. Mais je vous dis pas quoi, parce que je suis un gros filou. Et que sinon, je vais spoil la vidéo. Et j'ai pas envie, surtout que c'est moi, cette année, qui me colle au test de l'iPhone 14 Pro. Mais vous verrez, ça va être très cool. Ça donne quoi Dynamic Island à l'usage? J'en parlerai dans la vidéo. Qui on va raid? Il y a pas mal de monde. Pépipin, putain, elle commence à avoir du monde, Pépipin, dans ses lives maintenant. C'est cool. C'est cool, j'ai le souvenir de Pépipin à 200-300 personnes. Maintenant, Pépipin, elle est à 800, plus de 800. Putain, c'est chouette. Bah, il y a Flonflon. Alors, Flonflon, est-ce qu'il a été raid cette semaine? Dites-moi dans le chat. Savoir si je le raid ou pas. Le cliffhanger de fou. Ah bah, je vous dis pas, les gens, sinon, il n'y a plus de saveur. Il est où Guillaume Spoilman? Faut me payer. S'il y a un train de la hype, je spoil une partie de la vidéo. Je le fais, hein, vraiment. Mais il faut un train de la hype. Pépipin, elle est adorable. J'ai peur que Pépipin bosse un peu trop des fois, je m'inquiète un peu. Parce que des fois, je la vois beaucoup sur Twitch. J'avais lu un article où elle disait que c'était un peu compliqué des fois pour elle. Donc, j'espère que ça va bien parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, Pépipin. Je trouve qu'elle dégage vraiment un truc hyper adorable. Donc, non, pas lundi, streamez pas. Non, bah écoutez, s'il n'y a pas eu de raid, bah, je vous envoie chez Flonflon. Voilà, mon amoureux secret, bien sûr, hein, pour ceux qui ont la ref, c'était un vieux live. Voilà. Faites des bisous à Flonflon, et normalement, Flonflon, c'est pas impossible que vous le voyez bientôt. Je dis ça, je dis rien. Allez, des bisous les gens, ciao, merci d'avoir suivi le mug.